pour partager. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, super. Est-ce que vous voyez cette jolie présentation? Atelier pédago, on voit un Padlet. Euh, ok, c'est pas mal, c'est pas ça, mais c'est pas mal. Alors donc, l'idée, là, ce que je vous présente, c'est en fait le lien du Padlet que je suis en train j'ai mis le lien dans le chat. Et donc, l'idée, en fait, c'est que ce Padlet, il va être accessible pour tout le monde. Donc, vous pouvez aller continuer à aller voir les ressources après la présentation. J'essaie de retrouver ma présentation en même temps parce que je ne sais pas où elle est passée. Voilà, elle est ici. Voilà. Est-ce que là, vous voyez bien la présentation? Parfait. Parfait, ça marche. Voilà. Donc, comme je disais, donc le Padlet que je vous présentais, en fait, c'est un petit peu les documents dont on va parler ce soir. Alors, j'essaie aussi d'être entre les deux, d'être sur le chat et puis sur la présentation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez prendre la parole. Je parle avec un bon débit, mais vous pouvez sans problème me couper la parole. Voilà. Donc, l'idée de ce soir, en fait, c'était... donc moi, je suis professeure documentaliste à l'École internationale de Toronto et en fait, on a axé un petit peu on a beaucoup d'usages pédagogiques autour d'ateliers de discussion. De débats philosophiques, c'est un des axes de travail de l'école en fait. Donc l'idée c'est que l'an dernier j'ai commencé à réfléchir un petit peu là-dessus, notamment la préparation à l'oral, comment on prépare à l'oral, et je vais contextualiser un petit peu mes réflexions, ce à quoi je suis arrivée, et puis vous présenter quelques dispositifs. Alors, ce n'est pas tout à fait des entraînements au grand oral, mais peut-être que ça va vous donner des idées pour vous vous approprier, aller voir un petit peu ce qui peut vous intéresser, etc. Voilà. Alors, donc, je vais commencer la présentation. Donc, l'idée, c'est que, en fait, vous voyez, le titre m'a donné beaucoup pour préparer un petit peu donc cet échange de pratiques. Le titre m'a donné pas mal de fil à retordre, en fait, parce que je suis passée par la rhétorique, l'éloquence, la parole, l'oral. Enfin, il y a tout un vocabulaire, en fait, et l'idée de ce soir, c'est aussi peut-être de remettre un petit peu les choses à leur place. Et en fait, quand j'ai cherché, donc, par exemple, ce que ça voulait dire la parole, quand même, quand on voit le statut de l'orateur, par exemple, c'est quand même connoté assez négativement. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir le baratineur, l'harangueur, le rhéteur. Alors, c'est très joli mot. Hein. Moi, j'aime bien les mots un peu désuets. Là, je me suis régalée. Mais néanmoins, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui a lieu au niveau de la manipulation, au niveau voilà, d'une parole qui serait un peu vide, un peu creuse, etc. Et en fait, c'est là, il me semble, où il faut faire attention, c'est-à-dire que préparer à l'oral, ça n'est pas forcément préparer à parler. Donc, il m'a fallu du temps pour arriver à cette conclusion, c'est-à-dire faire des ateliers pour s'entraîner à l'oral, etc. C'est très bien, mais c'est peut-être pas la chose par laquelle il faut commencer, en fait. C'est un passage obligé, mais voilà. L'idée, ça serait peut-être justement... Donc là, par exemple, si vous cherchez j'aime beaucoup des exemples tirés de mes livres, n'est-ce pas, de ma bibliothèque. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'étais en train de relire Obélix et compagnie. Et là, j'ai vraiment eu un exemple de rhétorique, d'éloquence, de parole qui s'écoute parler, en fait, et qui n'a aucun sens. Puisqu'à la fin, il essaie de vendre des menhirs à César, et puis à la fin, il est obligé de faire une conclusion très, très simple pour revenir là-dessus. Donc ça, c'est un document que je me suis dit que j'allais bien utiliser avec mes élèves, parce que c'est assez rigolo, et puis ça illustre bien le propos. Alors, la deuxième chose que j'ai été faire, n'est-ce pas, c'est aller chercher dans mon dictionnaire. Et donc là, j'ai cherché le mot discussion. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'une discussion par rapport au simple fait de parler? Le fait de discuter, en fait, ça va être déjà l'idée d'un échange. Et puis, si vous regardez, en fait, vous avez plein de définitions qui nous permettent d'avancer. Donc, au départ, on a l'idée discussion, c'est un échange de propos. Ensuite, ça va être un raisonnement, un débat, une négociation, et puis, au sens le plus vain, une esclandre.
Et en fait, il me semble que c'est ça qu'il est important sur lequel il est important de réfléchir, c'est justement qu'est-ce qu'on met derrière cet oral, qu'est-ce qu'on met derrière cette parole, quel est le but en fait qu'on va donner à l'exposé oral. Et ça, c'est également quelque chose que j'utilise avec mes élèves, y compris les plus grands, hein, puisque j'ai été amenée à préparer les élèves à l'oral du brevet, par exemple. Et donc, en fait, ça explique très bien quelle est la différence entre discuter et débattre. Donc, discuter, c'est affirmer, c'est dans l'affirmation. Donc, en fait, débattre, j'ai entendu ça à une émission radio il y a 2 jours. Débattre, je crois que c'est un mot qui vient du Moyen-Âge. Et en fait, c'était l'idée de discuter pour ne pas se battre. Donc là, voilà. Le débat, c'est justement essayer de construire sa parole, d'être capable d'argumenter. En fait, c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Maintenant, je vais essayer de vous poser un petit peu le fond théorique, en fait, un petit peu où est-ce qu'on veut en venir, comment on peut le faire. Et puis après, je vais vous donner vraiment des 2-3 exemples de dispositifs que moi, je travaille avec les élèves. Et puis, ben, j'espère que ça va vous intéresser. Donc, n'hésitez pas, j'ai le petit chat sur le côté. Hein, si jamais je vais trop vite ou si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, à revenir là-dessus. Donc, l'idée, en fait, pour moi, je me suis creusé la tête, hein, mais j'ai des bonnes soirées à réfléchir là-dessus. Donc, l'idée, justement, de réfléchir autour de ce que c'est que apprendre à parler, apprendre à argumenter, apprendre à débattre, en fait, c'est les compétences que moi, j'avais utilisées pour mes ateliers de philosophie. C'est-à-dire qu'au début, quand on parle, quand on demande à l'élève de construire un oral, on va d'abord lui demander de se questionner. Donc là, on va essayer de stimuler la curiosité, de faire appel à la sensibilité personnelle, essayer de commencer une position où on se décentre, c'est-à-dire on passe du jeu à quelque chose d'un peu plus général. Et là, on va vraiment se situer dans la rhétorique, c'est-à-dire dans la parole, qu'est-ce qu'on en fait, on s'interroge, le brainstorming, etc. Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter à ça, en fait, parce que sinon, là, on reste dans quelque chose qui est vraiment au niveau de l'émotion, etc. Et donc, il faut essayer justement de parler, passer à l'étape suivante, qui va être justement le dialogue, la discussion. Et là, le point qui me paraît important, c'est justement d'écouter les autres. Et on va arriver dans un contexte de communication qui va plus être un contexte d'affirmation, mais qui va être un contexte polémique. Et donc, où là, on ne va pas tous être d'accord, justement. Donc, c'est là où la parole devient vraiment intéressante, puisque c'est là où on va essayer de ne pas se battre et de ne pas se disputer, mais essayer de discuter, justement. Et donc, comment on va faire ça? En fait, on va essayer juste de mettre un petit peu de logique, de mettre un petit peu ce qu'on appelle de dialectique dedans, et de passer de la discussion à l'argumentation. Et donc là, en fait, c'est là où il me semble que c'est là le passage qui m'intéresse beaucoup, c'est pour construire un dialogue, une discussion logique, il va falloir avoir des documents, des sources pour passer au niveau supérieur, en fait, pour justement ne pas rester dans le je ou dans moi je pense, mais pour justement essayer, après avoir écouté les autres, de s'appuyer sur d'autres choses pour travailler cette parole. Et la dernière étape, donc vraiment du débat, ça va être ce que moi j'appelle la négociation. Ça veut dire on n'est pas on va pas être dans un dispositif où à la fin on va réussir à faire changer d'avis les gens qui sont en face de nous, mais en tout cas on va avoir eu une conversation, une écoute qui va permettre justement peut-être de réfléchir à la situation, d'avancer dans un sens, enfin, en tout cas de convaincre la personne en face. Ça ne veut pas dire qu'elle va être d'accord, mais ça veut dire qu'elle va prendre vos arguments en considération. Donc, si on se pose la question, c'est un petit peu théorique, mais en fait, si on essaie d'avoir ces jalons-là, on va voir en fait les problèmes qui sont assez récurrents quand on essaie de former nos élèves, qui vont rester souvent dans ce registre, dans ce premier registre du questionnement personnel. Et en fait, l'idée d'apprendre, de préparer à l'oral, ça va être d'essayer de les faire passer aux compétences différentes.
Alors, Marjorie, est-ce que je peux t'interrompre parce que Oui. j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis que convaincre, c'est d'apprendre, enfin, c'est de faire en sorte que la personne en face prenne en considération les arguments avancés. Et je trouve que quand on réfléchit à ça en tant que jury, c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire qu'on ne va pas tant chercher à recevoir ce que l'on attend finalement comme une bonne réponse. On va essayer d'accueillir, comme on dit dans d'autres lieux, ces arguments qui ne sont pas forcément paramétrés pour être une bonne réponse, mais en tout cas la réponse de l'élève. Et ça implique aussi en tant que jury une écoute un peu différente également. Donc il y a les deux qui, je pense, les deux côtés sont en train d'apprendre. Voilà, c'était une petite parenthèse, je te laisse continuer. Non, mais c'est parfait parce qu'en fait, c'est ma transition parfaite. Donc justement, hein, comment on peut amener à travailler l'oral. Et en fait, c'est ce que j'ai mis en gros. C'est qu'en fait, pour préparer les élèves à l'oral, il va aussi y avoir quelque chose qui va remettre en cause notre posture pédagogique, nous, en tant qu'enseignants. Parce qu'en fait, préparer à l'oral, c'est pas forcément quelque chose qui va être intégré dans le programme, qui va être intégré dans la progression didactique. Et donc, moi, je vais appeler ça des moments offerts, c'est-à-dire qu'à des moments, on va avoir des zooms sur justement le travail de l'oral. Donc, ça ne veut pas dire que ça doit tomber de nulle part, mais ça veut dire qu'en fait, ça va être intégré différemment dans la progression. Il faut que ce soit contextualisé. Mais en même temps, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça ne va pas être chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, s'exercer à l'oral, mais ça va être des temps où on va travailler un petit peu différemment en se basant sur un contenu et donc en se basant sur un cadre établi. Donc déjà, l'idée de travailler à l'oral, moi je me rends compte, parce que je travaille dans un centre de documentation qui est fermé pour l'instant, mais en fait juste la mise en espace, c'est-à-dire mettre les élèves dans des postures différentes, les mettre à travailler en groupe, ou alors les mettre avec un qui se lève pour présenter l'oral devant les autres, ça va être déjà une mise en condition. Ensuite, Bonjour, excusez-moi, vous m'entendez? oui, Oui, j'ai une question par rapport à ce que vous dites. Je préfère vous arrêter parce que oui, par rapport à ma question là. En termes de pratique, parce que comme vous le savez, dans la même classe, vous aurez des élèves qui auront choisi de présenter un sujet par rapport à un thème en particulier, par exemple, dont c'est la spécialité, d'autres élèves qui ne l'auront pas fait, etc. Donc, comment vous proposez, par exemple, l'organisation de ces séances? Parce que les enseignants n'auront sans doute pas, comme vous l'avez vous-même dit, n'auront pas dans leur programme des heures qui seront dédiées à la préparation de l'oral. Donc, comment faire pour imaginer, je vous donne un exemple. Moi, je suis professeur de mathématiques. Et imaginez que dans ma classe, je n'ai que j'ai 25 élèves et il y en a 10 qui ont choisi de faire leur oral qui portera sur un thème des mathématiques. Comment vous allez faire avec cette classe-là pour préparer tout ce que vous êtes en train de nous dire de façon à être le plus efficace possible en sachant qu'on n'aura sans doute pas des moyens pratiques pour le faire en termes horaires, etc. ah, ça sera peut-être plus au niveau justement donc je vais vous donner ensuite des exemples de situations où on peut les mettre justement en situation d'argumentation, de travail, de groupe, etc. Quand je dis en fait que c'est des moments hors programme, mais c'est ça que j'essaie de dire, peut-être je le dis mal, mais en tout cas, c'est qu'il faut qu'il y ait un moment dédié à ça quand même. Il faut qu'on contextualise. Et donc après, concrètement, il peut y avoir des entraînements à l'oral, il peut y avoir, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'il faut faire 10 minutes avant la fin du cours. Donc peut-être qu'on reviendra à la fin, je vais peut-être vous donner un petit peu plus d'éléments concrets avec des exemples que moi je mets en place. En même temps, ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas forcément des ateliers pour s'entraîner au grand oral. C'est vraiment réfléchir autour de comment on entraîne les élèves à l'oral. Mais il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que préparer à l'oral, en fait, souvent c'est ça, souvent c'est un peu le parent pauvre, souvent on le fait voilà, quand on a le temps. Et en fait, c'est là où je veux insister, c'est que même si c'est des moments qui sont hors programme, il faut quand même des temps ritualisés. Et ça peut être une demi-heure par semaine, ça peut être 1 heure tous les 15 jours, mais à un moment, il me semble qu'il faut quand même expliquer que là, c'est le temps où on travaille l'oral et laisser le temps aux élèves de se préparer, parce que l'oral, c'est pas quelque chose où on dit bah tiens, il reste 10 minutes avant la fin du cours, si on s'entraînait à l'oral.
Ça peut être le cas si vous avez déjà un programme et que si vous êtes dans une démarche, mais concrètement, c'est pas quelque chose qu'on va faire entre deux, quoi. Et c'est là où, en fait, pardon? Ce que je voulais vous dire, c'était par exemple, imaginez que dans la classe, vous ayez des élèves, donc moi ils ont cours de maths avec moi, mais bon, ces élèves-là, bien entendu, et c'est normal, vont vouloir très rapidement commencer à faire une préparation de l'oral qui va comporter le thème qu'eux, ils auront choisi et par rapport aux spécialités qu'ils auront choisies, ce qui est tout à fait normal. Comment faire, par exemple, si vous avez un certain nombre d'élèves qui n'auraient pas choisi les mathématiques? Comment on va gérer le travail avec eux? Parce que vous, ce que vous proposez, c'est une formation plutôt théorique de comment on prépare un oral. Mais alors à ce moment-là, est-ce que c'est à l'enseignant à lui-même de le faire? Quel enseignant doit le faire? Est-ce qu'au contraire, il faut qu'on compte plutôt sur les professeurs documentalistes pour le faire et à ce moment-là, que ce soit eux qui interviennent dans les classes pour faire ce genre de donner ce genre de concept théorique? Moi, si j'ai par exemple un élève dans ma classe qui me dit, moi, j'ai pris mon oral, ça sera sur la physique-chimie et la SVT. Qu'est-ce que moi, je peux, en tant que professeur de mathématiques, lui apporter lors de ma séance d'oral avec eux, par exemple? Et là, je peux peut-être intervenir ou si quelqu'un d'autre veut aussi intervenir parce que en terminale, il n'y a plus que 2 enseignements de spécialité. Hein. Donc déjà, ça réduit. Pardon, vous avez tout à fait raison. Donc, Et puis, imaginez que ce soit, il choisit un ce qui thème me sur une spécialité qui ne soit pas la Oui, mienne. mais Vous avez raison. justement, ce qui me semble intéressant là, et je parle sous le contrôle de toutes les autres personnes, mais ce qui me semble aussi intéressant là, c'est par exemple les élèves qui ne se sentiraient pas concernés par l'enseignement de spécialité sur lequel ils ne préparent pas de questions, les placer en position de jury non spécialiste. Hein. Vous vous souvenez, dans le jury, il y a 2 personnes, le spécialiste et le non spécialiste. Et donc, ça leur apprendra aussi, il faudra que l'élève soit compris par ceux qui ne se sentiraient pas concernés. Et en même temps, ceux qui ne se sentiraient pas concernés, ils vont aussi apprendre des compétences d'oral pour relancer, par exemple, le débat, etc. Donc là, il me semble qu'il y a malgré tout moyen de faire des choses. Et je pense aussi, si on fait cette communauté, c'est bien pour marquer l'idée que tout le monde doit se saisir de la chose et pas justement reporter sur un autre collègue, mais bien faire ça, construire ça en équipe, justement. Chacun apportant ses compétences pour le faire travailler avec les élèves. Et comme disait Dominique dans le chat, aussi en amont, c'est sûr que nous, on est dans un état d'urgence là, parce que c'est dans quelques mois seulement, mais c'est vrai que l'idée, c'est aussi d'apprendre à le faire depuis le début. C'est pour ça que Marjorie est là. On va peut-être la laisser continuer et on reviendra à un moment de questions ensuite, si vous voulez bien. Je vais essayer. Mon micro marche? Oui? Oui. Ok, je vais essayer de prendre en compte vos commentaires. Alors, donc la remarque de Dominique, là, c'est justement, c'est ça qui est compliqué avec la pratique de l'oral, c'est qu'en fait, on en fait tous, mais un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et quand je dis que c'est hors programme, c'est justement ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas un spécialiste de l'oral. Il n'y a pas. Et donc, plus ça va, l'oral du brevet, c'est un peu la même dynamique. C'est qu'en fait, on n'est pas dans quelque chose qui va relever d'une discipline, mais justement, on va être dans quelque chose qui va relever du cadre, qui va relever de la façon dont on va travailler. Et c'est ce que j'essayais, je vais revenir donc un petit peu à ça, c'est que l'idée, justement, c'est de travailler avec les élèves une espèce de culture de la question. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas. Moi, quand je regarde un oral de troisième ou de préparation de grand oral sur les sciences, les mathématiques, etc., je ne suis pas la spécialiste de l'oral. Mais je vais quand même essayer de réfléchir justement qu'il n'y ait pas une réponse. C'est pas tant la réponse qui va m'intéresser, en fait, c'est le processus, la démarche de projet, comment on y arriver, quels sont les arguments qui vont être mis en place pour justement m'expliquer ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet et ce qu'on présente à l'oral. Donc, ça va être plus cette posture d'accompagnateur. Et il me semble que après, concrètement, on pourra revenir à des dispositifs justement qui peuvent aider à faire ça. Mais l'idée, c'est pas que le professeur ou le membre du jury ou l'évaluateur et la réponse définitive. Et en fait, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il n'y a pas de maître à penser dans un oral, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de case à checker, en fait, il y a justement un processus à analyser.
Et justement, cette culture de l'oralité, donc justement, c'est être capable peut-être d'évaluer, de regarder si l'élève est capable d'évaluer la situation de communication. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un oral qui va être une présentation? Est-ce qu'on est dans un oral qui va être un entretien? Est-ce que ça va être un dialogue? Est-ce que c'est une discussion? Est-ce que c'est un débat? Donc, être capable de voir si l'élève s'adapte aux différentes situations de communication. Quel va être son rôle dans cette situation? Est-ce qu'il est là justement pour favoriser la parole? Est-ce qu'il est là pour répondre simplement à des questions? Et quelque chose qui me paraît, sur lequel je vais revenir plusieurs fois, c'est qu'en fait, pour préparer à l'oral, il faut donner des temps de préparation. Alors, ça peut paraître bête et méchant, mais en fait, c'est quelque chose où même moi-même, je l'avais fait. Je disais, bah, les élèves, il nous reste un peu de temps, entraînons-nous à l'oral. Mais comme l'a dit Dominique, l'oral, ce n'est pas quelque chose qui est hors sol. L'oral, il y a quelque chose, il y a un travail préparatoire, il y a un travail de recherche qui va être mis en place et c'est ça qui est intéressant. Alors, donc l'idée justement, c'est que si on enseigne l'oral sans se poser, sans avoir justement ces références, c'est-à-dire l'idée d'un cadre établi, l'idée que c'est plus le questionnement qui va nous importer et la situation de communication que l'exposé ou les réponses aux questions, il y a des écueils qui peuvent se présenter. Par exemple, en fait, si on fait des débats en classe, quelque chose qui est très difficile à gérer, ça va être le fait de celui qui parle le plus fort ou le plus grand nombre a raison. Donc, c'est ce qu'on appelle la démagogie, c'est-à-dire que la pensée du plus grand nombre, souvent, ça va devenir la pensée qu'on va prendre en compte. C'est le peer pressure et le conformisme. Et donc là, en fait, il faut faire attention justement à travailler en travaillant la discussion, l'argumentation, le débat, ça va permettre d'avoir justement les différents points de vue qui peuvent se confronter. Le deuxième écueil qui est dangereux, c'est un petit peu, c'est le mot savant de la sophistique, c'est en fait on veut juste avoir raison. Et c'est-à-dire qu'à la fin, on va pas écouter, et justement c'est une posture qu'il faut également travailler, la posture de l'écoute, parce qu'en fait, des fois on a des élèves, et c'est ce qu'on appelle le débat qui tourne en rond en fait. On ne va pas prendre en compte les arguments en face, on a une liste d'arguments, on va balancer nos arguments en disant bah voilà, moi j'ai fait mon travail, j'ai fait mon oral, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais en fait on n'est pas du tout dans le dialogue. Et donc là en fait au lieu d'avoir une discussion avec des partenaires, on va être dans un combat avec des adversaires. Et donc là, ce n'est pas tout à fait non plus ce à quoi on veut venir quand on parle de présentation orale ou de débat oral. Et la dernière, c'est la doxologie, c'est-à-dire la dérive du débat démocratique. Là, j'aime beaucoup ça parce que ça leur parle beaucoup. Je dis, c'est pas parce que tu parles que tu penses. C'est justement l'idée que parler sans avoir de préparer son oral, sans avoir quelque chose à dire, sans avoir des sources, sans avoir des arguments préparés, et ben en fait, c'est juste du relativisme, c'est-à-dire que on explique des choses et puis après, il n'y a aucune conclusion, il n'y a aucune argumentation, il n'y a aucune dialectique qui est mise en place, aucun raisonnement logique. Donc là, en fait, j'ai un exemple parmi d'autres. Hein, c'est mes petits bonhommes que j'utilise. Je pense que lui, vous l'aurez reconnu. Donc, l'idée, c'est justement de faire attention à ce qu'il y a derrière, en fait, quand on dit qu'on va apprendre à discuter, à parler, à débattre. C'est aussi le contenu qu'on va utiliser. Alors, donc, en fait, on parle beaucoup, quand on parle d'oral, de la rhétorique d'Aristote, mais là, encore une fois, ce qui va se passer, et notamment, on en a discuté à plusieurs reprises avec Delphine, c'est que dans les packages de préparation du grand oral, dans les ressources qu'on nous donne, etc., on va préparer, en fait, à un petit peu la performance. Et même si le grand oral est une performance, il y a aussi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que justement, savoir parler, savoir bien parler, être dans les émotions, c'est pas ça qu'on va demander à la fin, c'est pas ça qui est censé être évalué.
dans une présentation orale d'examen. L'idée, ça va être d'évaluer également la raison, c'est-à-dire le raisonnement, les faits, les exemples, comment on en est arrivé là, les études de cas, etc. Et puis, ce qu'on appelle la crédibilité, l'éthos, c'est-à-dire justement la façon dont vont être présentés ces arguments. Et c'est pas seulement parce que souvent, un des écueils, là je parle de ce que je vous ai présenté, c'était les écueils au niveau des élèves. Là, ça va être justement les écueils au niveau du jury. La personne en face peut être un très beau parleur et c'est ce qui nous arrive dans les classes. Des fois, on en a qui parlent mieux que d'autres, qui parlent très bien, qui ont un bon bagou, qui vont être envoyés d'ailleurs souvent dans des filières de vente. Moi, j'en ai eu beaucoup, j'en ai eu beaucoup quand j'étais en France. Mais en fait, ils ne sont pas préparés derrière. Le raisonnement, quand on commence à creuser un petit peu, il n'est pas forcément là. Le processus de raisonnement, il n'est pas non plus évident. Et donc, c'est ça sur lequel il faut travailler. Et donc là, je vous ai bien mis des petites images pour illustrer. C'est des images que moi, j'utilise avec les élèves. Faire une présentation orale, ce n'est pas le maître face à l'élève. Et faire une présentation orale, ce n'est pas le cœur face au cerveau. L'idée, c'est bien de lier tout ça et d'arriver un petit peu à travailler là-dessus. Alors, je vais prendre 2 minutes parce que je vois qu'il y a des commentaires là-dedans. Oui, voilà, en fait, c'est vrai que quelque part, l'oral, ça fait partie de ces fameuses compétences transversales, donc qui sont souvent l'apanage, qui sont souvent travaillées ou en tout cas exclusivement pointées vers le professeur documentaliste. C'est tout ce qui est la méthodologie de la recherche documentaire. La recherche documentaire, ça se fait dans chaque cours. L'oral, ça se fait dans chaque cours. La maîtrise du discours, ça se fait dans chaque cours. Donc, c'est des choses, en fait, les situations de communication, pareil, c'est des choses qu'on appelle ces fameuses compétences transversales que tout le monde travaille, mais sans le pointer. Et donc, c'est là où il faut faire très, très attention. Et il me semble que justement, le travailler au quotidien, mais aussi avoir des temps un peu plus formalisés où on dit, voilà, là, on va vraiment travailler sur vos oraux, que ça soit à partir d'exemples, à partir de situations de communication, ça peut être bien aussi. Alors voilà par exemple quelque chose que j'ai fait la semaine dernière et en fait c'était dans un contexte tout à fait différent, mais en fait c'était pour la préparation des délégués parce qu'en fait il y a quelque chose, on met vraiment l'accent dans mon établissement notamment à partir de la 3e, seconde, première terminale sur le rôle des délégués qui sont vraiment là pour faire valoir la parole de l'élève dans l'espace public de l'établissement. Et donc, en fait, on m'avait demandé de faire une petite préparation, justement. Ils avaient des journées de préparation. Et moi, j'avais choisi d'en faire une sur un petit peu le titre que je vous avais donné, sur savoir communiquer, argumenter et être capable, justement, de porter la parole de la classe. Donc, moi, vous avez compris que j'ai toujours des petits bonhommes qui me servent à illustrer mes propos. Donc là, nous avons Cicéron. Donc, Cicéron qui a écrit l'art oratoire. Et en fait, l'art oratoire, il me semble que ça peut être intéressant aussi de leur parler un petit peu de l'étymologie, des origines, etc. Parce qu'au début, l'art oratoire, ce n'était pas l'art de bien parler, c'était justement l'art de susciter une action sur les esprits, c'est-à-dire tout simplement l'art de faire réfléchir. Et en fait, je leur ai demandé, pour commencer, je leur ai demandé de réfléchir à cette phrase. Quand vous êtes un délégué de classe, il ne s'agit pas d'avoir raison, mais il s'agit d'avoir un discours raisonnable. Et qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Et en fait, c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début. Alors, j'espère que là, j'ai mon discours raisonnable. Il ne s'agit pas que, que j'ai raison au bout du compte. Mais voilà, en tout cas, je vous présente des arguments pour essayer de vous convaincre, tout du moins. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'être dans une situation de communication où on est capable d'avoir un discours raisonnable. Et donc, ça, c'est les documents que je leur présente un petit peu. À chaque fois que je dis, vous devez prendre la parole en public, vous devez défendre une thèse, vous devrez faire un débat, vous reprenez ce schéma-là, un argumentaire, vous devez argumenter, c'est-à-dire que vous allez affirmer une idée, ce qu'on appelle le thème, vous allez avoir quelque chose à exprimer.
vous allez l'expliquer. Souvent, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'on reste sur le thème oui, oui, non, et on ne va pas plus loin sur la thèse. Donc là, une analyse du propos que vous avancez. Et en fait, même chez les tout petits, ça marche très bien. En sixième, je leur dis, votre argument, il doit être distinct en 3 parties. Et la dernière partie, ça va être je prouve, j'illustre, et donc donner un exemple, que ce soit un exemple dans la vie de tous les jours, que ce soit un exemple tiré de documents qu'on a étudiés avant, que ce soit un exemple tiré de grands textes, etc., etc. Et en fait, les faire réfléchir justement sur le vocabulaire, la différence entre l'opinion, l'information et l'argumentation, c'est également quelque chose qui les intéresse beaucoup, déjà et d'une, et qui leur permet de travailler vraiment sur la nuance. C'est-à-dire entre l'opinion, je pense, l'information, j'ai quelque chose à vous apporter, un fait, donc là pour les délégués, ça pouvait être une information de quelque chose qui se passait dans l'établissement, etc. Comment je vais faire pour, à un moment, faire passer ces différents propos et avancer là-dessus. Et en fait, distinguer un petit peu juste le fait de l'opinion qui va être du côté de l'émotion, l'information qui va être du côté du fait, normalement de l'objectivité, et l'argumentation qui va être justement du côté du dialogue, ça permet de la discussion, ça permet en fait de recentrer un petit peu les choses. Donc, concrètement, en fait, qu'est-ce que je leur ai demandé? Voilà, ça, c'est vraiment l'exercice que je leur ai demandé. Alors, c'était un peu, comme c'était une formation, comme je vous ai dit, hors programme, hors contexte, il a fallu trouver une thématique. Mais en fait, l'idée, c'était, voilà, vous êtes député délégué de votre classe, on vous propose d'obtenir un super pouvoir, mais vous devez convaincre, et donc là, j'ai bien utilisé le mot convaincre, l'ensemble des camarades de voter pour ce super pouvoir. C'est-à-dire que nous sommes dans une démocratie, c'est tout le monde ou personne. Donc, si le vote n'était pas la majorité absolue, nous ne pourrions pas obtenir ce super pouvoir dans votre classe. Et donc, ils devaient travailler 2 arguments avec le mot imparable, donc ça m'a fait faire du vocabulaire également, pour que les élèves soient totalement d'accord avec ces propositions. Alors je me suis aperçue vite, donc l'idée c'était d'avoir des super pouvoirs du style changer de forme physique, lire un livre en 5 secondes et s'en souvenir, voilà. C'était pas tant, là c'était vraiment un exercice d'art oratoire, c'était un exercice de rhétorique. Mais en fait, l'idée, c'était quand même d'avoir un temps de préparation. Je leur ai dit qu'ils pouvaient aller faire des recherches, etc., s'appuyer sur des personnages qui avaient existé, enfin, en tout cas, des personnages de fiction qui avaient ces pouvoirs, voilà. Mais l'idée, c'était de contextualiser, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis vite aperçue qu'ils pouvaient de ne pas utiliser ces pouvoirs à des buts malhonnêtes, hein, parce que changer de forme physique, j'avais pas pensé qu'on pouvait prendre la place du prof pour noter les copies. Mais ils me l'ont fait remarquer assez vite. Donc voilà, ça a été quelque chose comme ça. Et l'idée, en fait, et ça, c'est quelque chose qui a été fait sur un temps d'1 heure, en fait. Et puis ensuite, on a travaillé sur des situations concrètes, mais rien que le fait de donner justement le schéma, j'affirme, nous devons tous voter, j'explique avec des connecteurs, avec le début des phrases pour les amener à travailler l'argumentation, c'est quelque chose qui a bien marché. Alors bien entendu, là, c'était quelque chose de ponctuel, mais en fait, cette petite infographie-là, moi, je la ressors à chaque fois. Et en fait, c'est la routine qui va s'installer, c'est-à-dire les réflexes, ce que j'appelle moi les réflexes intellectuels. On va leur donner des réflexes et au fur et à mesure, ils vont être capables de les utiliser à ce niveau-là. Alors, voilà une deuxième situation qui peut être très, très intéressante de faire, et ça peut s'appliquer vraiment dans toutes les matières. Donc là, c'est ce que j'avais appelé les ateliers citoyens. Et donc là, l'idée, c'était de passer au niveau supérieur. Donc les apprentis orateurs, c'était vraiment de travailler sur, on va dire, la structure de l'argumentation. Qu'est-ce que c'était qu'un argument? Là, en fait, c'est l'idée de se décentrer un petit peu. Et donc, d'adopter différents points de vue. Et là, en fait, c'est très important parce que souvent, en fait, on reste dans un point de vue personnel. Et en fait, essayer justement de leur dire qu'il peut y avoir différents angles de traitement. Ça peut être un angle du côté de la politique, de l'économie, du social. Enfin, bon, là, c'est pour les plus grands. Mais voilà, essayer d'expliquer qu'un même sujet peut avoir différentes façons d'être traité. C'est également quelque chose qui est intéressant
à travailler avec les élèves. Donc là, l'idée, c'est en fait de donner des jeux de rôle sur des sujets assez polémiques. Alors, vous l'aurez compris, moi, je travaille beaucoup en éducation média et en citoyenneté. Donc là, en fait, sur le Padlet, vous avez tout ce que je vous présente. Toutes les séances sont accessibles sur les sites internet, etc. Et donc là, par exemple, c'était des débats et les élèves avaient des jeux de rôle assignés. Et en fait, ça change la donne parce que là, en fait, ils ne sont plus dans une position, c'est pas nouveau, hein, je veux dire, encore une fois, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais le fait de ne pas les laisser choisir les rôles et de les mettre dans des rôles dans lesquels ils vont se sentir plus inconfortables, ça pousse, ça stimule ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. C'est-à-dire qu'en fait, ça les pousse dans leur retranchement. Ils sont obligés d'avoir une démarche qui est plus dans l'émotion, mais dans l'intellectualisation. Oula, il est midi, je commence à fatiguer. Donc, par exemple, là, on avait fait avec des sixièmes, on avait fait un débat Internet, amis ou ennemis. Donc, ils avaient des rôles. Ils avaient également des documents sur lesquels ils s'appuyaient, parce que ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. Laisser un temps de prendre des sources, leur donner déjà des sources sur lesquelles travailler, les accompagner dans la préparation des arguments, leur laisser le temps justement de construire ces arguments, c'est quelque chose de vraiment important. Et donc là, sur le débat Internet, amis ou ennemis, on avait à la fois l'angle personnel, donc une fille ou un garçon utilisateur des réseaux sociaux, un psychologue, donc là on avait des articles peut-être plus médicaux, etc., un geek, femme d'Internet, des parents protecteurs. Donc les documents, ça pouvait être à la fois des témoignages, mais aussi des articles voilà, qui donnaient des conseils aux parents. Et ça a été très, très rigolo parce que par le plus grand des hasards, en sixième, on avait un élève qui passait ses soirées à jouer aux jeux vidéo. Et en fait, il est tombé sur le rôle du parent protecteur. Donc, ça m'a valu une petite bouderie de 5 minutes au début parce que c'était vraiment le truc qu'il ne voulait pas faire. Et ensuite, il s'est prêté au jeu. Et ça, je ne vais pas dire que ça a changé, qu'il ne joue plus aux jeux vidéo, ça y est, ça a été une révélation, non, pas du tout. Mais en tout cas, il a été obligé de se mettre dans les chaussures de ses parents, de voir un petit peu comment on pouvait voir les choses, et ce décentrage, c'est important. Et c'est ce que je disais au début, c'est passer du questionnement individuel justement à la discussion, à l'argumentation et à la négociation. Et donc là, on retrouve vraiment ces différentes étapes. Également, ce sur quoi j'insiste beaucoup, donc c'est ce que je disais, l'idée des sources. Et en fait, avec les plus petits, moi, je leur demande d'avoir des arguments d'autorité, c'est-à-dire d'avoir toujours quelqu'un sur qui s'appuyer. Je pense parce que c'est pas suffisant. Je leur demande d'avoir encore la troisième phrase, donc qui est l'exemple, en s'appuyant sur des auteurs, en s'appuyant sur des sources. Et en plus, ça permet de travailler des choses qui sont très importantes à l'oral, la citation de la source d'après le journal Le Monde, selon Aristote. Mais encore une fois, ça demande un temps de préparation. Et ce recul critique, en fait, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas le construire avec les élèves si on ne prend pas si on ne leur donne pas en fait un temps pour réfléchir individuellement. Et moi, je pense que le temps de préparation, le passage à l'écrit est très important. Un élève qui vient préparer un oral sans notes, soit c'est un super élève qui a pris son oral par cœur et qui va nous épater de toute façon, mais souvent, c'est pas bon signe. Donc, avoir peut-être des rituels avec, aux États-Unis, enfin, dans la culture nord-américaine, on travaille beaucoup avec des petites cartes, ce qu'ils appellent des flashcards, mais au moins avoir quelques notes, travailler la prise de notes, c'est aussi quelque chose pour moi qui fait partie de l'oral. Et avec les plus grands, en fait, l'idée de l'argument d'autorité. Donc, je leur dis que l'argument d'autorité, c'est justement l'octor, celui qui pousse à agir, celui qui écrit, donc s'appuyer sur la parole de quelqu'un qui existe déjà. Et cette parole, elle doit être identifiée, donc on doit citer la source, elle doit être légitimée, on doit se poser la question en quel nom il parle. C'est différent d'avoir, par exemple, un journaliste qui parle, je ne sais pas, moi, d'une quelconque pandémie, que d'avoir un chercheur en épidémiologie qui parle du même sujet. Donc, quelle est la légitimité de mon argument d'autorité ou de mon auteur? Et puis, on doit l'évaluer aussi. On peut aussi dire, ben voilà,
Aristote nous explique que voilà, les limites seront que, ou dans cet article, le journaliste parle de tel sujet, mais néanmoins, on pourrait se poser la question. Et là, on voit que naturellement, on va aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Donc, être capable également de travailler l'argumentation et de voir les limites justement de l'argument d'autorité qu'on peut avoir. La dernière situation que moi j'aime beaucoup, alors en fait je l'utilise à toutes les sauces, c'est les petits clubs de l'esprit critique. Donc basiquement en fait, je vais juste vous montrer, voilà, c'est quelque chose qui est un peu en marge encore une fois des programmes ou par exemple de mon curriculum d'éducation média, ça va être en fait des clubs de discussion en ligne. En fait, c'est un blog et je me charge de poser une problématique en écrivant un petit post. Et dans ce post, en fait, il va y avoir 3 sources à consulter. Et c'est un peu un dossier documentaire avec une question. Et ensuite, les élèves ont la possibilité, donc c'est un blog qui est sur Internet, tous les élèves peuvent participer, même vous, si vous avez envie de vous en inspirer, d'aller faire un tour, etc. Les élèves doivent m'écrire un paragraphe argumenté pour répondre donc à ce sujet. Alors ça, c'est quelque chose, en fait, que moi, je vais utiliser à la fois dans mes cours, pour commencer, par exemple, une séquence, pour la finir. Donc, j'ai plusieurs. Au début, c'était le club Xénon, donc c'était des controverses autour des médias. Donc, ça pouvait être un journaliste, doit-il toujours être objectif, qui venait conclure une séquence sur le métier de journaliste. Ça peut être une photo, dit-elle toujours la vérité, qui venait conclure un projet sur les images de presse. Donc, je vous ai mis sur le Padlet, si vous voulez, vous pourrez regarder les différents sujets. Bon, ben là, c'est le dernier que j'ai fait le mois dernier. Faut-il réguler Internet? Donc, en fait, ça peut être utilisé soit en cours, ça peut être utilisé soit à l'écrit, ça peut être utilisé en classe inversée, parce que, par exemple, le club Jean Moulin, c'était quelque chose qu'on avait fait avec les professeurs de sciences politiques. Et là, en fait, on l'utilisait différemment, on présentait le sujet, on laissait un mois aux élèves, parce qu'on demandait un peu plus de contenu, pour poster leurs commentaires, et ensuite, on faisait un retour à l'oral en classe, et à partir des réponses, on avait une discussion. Et vous voyez que là, en fait, on est également dans quelque chose qui n'est pas du tout l'évaluation de l'oral par lui-même, mais qui peut conduire à des situations d'oral, mais en fait, on met l'accent sur la réflexion. Et puis, c'est également des choses que j'envoie aux élèves par exemple, quand certains élèves ont envie d'aller plus loin en extra-crédit, ce genre de choses, ils peuvent le faire de façon autonome si ça les intéresse. Alors, vous regarderez, des fois, il y a des commentaires pour des raisons. Il y a certains posts où j'enlève les commentaires publics pour justement, parce que je vais les réutiliser avec une autre classe. Donc, il y en a où les commentaires sont en archive, et puis il y en a où, en fait, j'enlève les commentaires pour réutiliser, pour remettre. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça peut être. Ce qui est important dans ces clubs, c'est qu'en fait, les élèves ont envie de parler, ont envie de discuter, ont envie de débattre, mais des fois, on n'a pas toujours le temps matériel de préparer ce débat. Et le fait de passer par quelque chose qui est numérique, qui vont faire un peu différemment, et ensuite d'avoir des temps de discussion en classe, ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau de ça. Parce que je sentais sur des sujets comme les réseaux sociaux, etc., ils ont envie de parler, mais on n'a pas, surtout moi, professeur documentaliste, je n'ai pas toujours le temps. Donc voilà. Et là, cette année, donc il y a eu plein de bébés des clubs de l'esprit critique. Au début, c'était Xénon, c'était donc la société et les médias. Jean Moulin, c'était plus donc les sciences politiques. Le club Einstein, ça va être justement des sujets un petit peu plus sur les sciences. L'an dernier, avec les terminales, on avait eu le club Mouir qui était des sujets d'écologie. Donc voilà, donc vous pouvez les utiliser, ils sont en libre accès sur Internet, vous pouvez vous en inspirer, mais c'est le genre de petite situation. Et en fait, le club de sciences politiques, ça a énormément aidé les élèves à préparer leur oraux pour se présenter justement aux filières de Sciences Po Paris et Montréal. Et ils ont dit que ça avait été des exercices qui leur avaient bien servi. Donc voilà, c'est un petit peu le genre de dispositif. Donc pour conclure, en fait, voilà, l'idée c'est de revenir un petit peu à ça.
peut-être je vais redonner la parole à Delphine pour faire un petit peu cette conclusion, mais c'est vraiment de se poser la question des enjeux et préparer au grand oral, ça ne va pas être forcément, bien sûr qu'on peut avoir des temps où on fait passer un élève qui présente, mais ça peut être aussi des temps en petits groupes, parce qu'après tout, présenter à ses pairs, présenter à ses camarades dans la classe, c'est beaucoup plus dur que de présenter à son professeur des fois. Donc voilà, ça peut être vraiment, tout est modulable et ça peut être aussi des exercices qui ont des scénarios un petit peu différents que juste préparer au grand oral. L'idée étant, encore une fois, de travailler ces fameuses compétences. Alors, tout est disponible donc sur le Padlet. Voilà, vous pouvez cliquer sur les liens. Si vous gardez en fait l'adresse du Padlet, je vais vous la remettre dans le chat. Vous pouvez toujours avoir, et puis peut-être qu'on on le mettra tout sur la communauté. Mais vous pouvez aller voir, parce que je sais que je parle très très vite et je sais que je vous donne beaucoup d'informations. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis je vous ai mis pour finir une petite émission de France Culture, donc qui s'appelle les Carnets de philo, qui est Géraldine Mosnin-Savoie qui fait des petits billets d'humeur. Et alors, je ne sais pas pourquoi, la semaine dernière, c'était est-ce qu'on peut encore débattre et est-ce qu'on peut encore s'écouter? Et il me semble que c'est intéressant d'écouter un petit peu, voilà, pour finir sur une note un petit peu plus, se poser les questions, de sortir un peu du contexte scolaire et puis nous poser aussi les bonnes questions. Voilà, donc moi, il me reste, voilà, j'arrête de présenter mon écran. Delphine, si tu veux conclure, et puis si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Oui, moi j'avais envie de demander aux personnes qui sont là si elles avaient des questions, des interventions, des idées, des remarques. Évidemment, merci Raymond, évidemment de te remercier Marjorie, mais parce que effectivement hier ou avant-hier, je ne sais plus quel jour on est, hier, je vous ai mis dans la page de la communauté donc Cifadis des copier-coller du parcours magistère qui, ça y est sorti et qui est très 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 bientôt à notre disposition à l'étranger, dans l'espace des établissements à l'étranger. Et notamment donc cette infographie que j'ai reprise et qui est donc dans ce parcours-là et qui me semblait vraiment intéressant. Alors, Marjorie, tu es en train de présenter, c'est ça? Parce que je vois que tu as démarré le partage d'écran. Attends, je vais mettre la fin. Ah non, c'est pas ça. Si, c'est moi. Attends, je vais arrêter de partager. Je voulais remettre l'infographie, mais voilà. Ouais, je ne sais plus où je suis d'ailleurs. Ah oui, alors, pardon. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à faire vos commentaires si vous en avez. Parce qu'il me semblait que contempler ou examiner l'infographie de Magistère sur le grand oral à l'aune de ce que tu venais d'expliquer, c'était vraiment stimulant. Donc, dans le parcours Magistère auquel vous aurez accès d'une façon ou d'une autre, on va en reparler. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs parties. Il y a notamment toute la préparation des élèves, et ça, c'est une infographie qui concerne le parcours de l'élève. Et je retrouve, et donc c'est à la fois un parcours intellectuel et un parcours chronologique, c'est-à-dire que là, on est plutôt dans tout ce qui est à apprendre en début d'année, c'est-à-dire exactement ce que vient de vous expliquer, de vous présenter comme exemple, Marjorie, des situations qui apprennent à réfléchir, à dire, à affiner, à nuancer, préciser, dialoguer, pour ensuite arriver jusqu'à ce que le parcours appelle le moment de maturité, c'est-à-dire où on a à la fois construit sa réflexion, construit quelques compétences pour arriver à la construction de soi en bout d'année. Où l'élève va être capable de se projeter dans l'avenir, qu'il aura appris à se connaître, à porter un regard réflexif sur son parcours, etc. Et finalement, vous êtes encore dans le début, même si ça se construit en théorie sur 2 ans malgré tout, mais vous êtes encore dans le moment de documentation finalement, où l'élève
apprend à prendre connaissance des programmes, prendre connaissance de ses forces, de ce qu'il a envie de faire, et cetera, et de commencer à construire sa documentation, son questionnement et sa réflexion. Et dans les activités qu'a proposées Marjorie, il me semblait qu'on avait de quoi, faire travailler cela, notamment, en faisant travailler les élèves, par exemple, en groupe. C'est tout à fait possible de leur faire travailler une même grosse question, à plusieurs. Après, à chacun d'affiner selon ce qu'il est et ce qu'il a envie de montrer à la fin de l'année, et ça permet comme ça, au groupe ou au petit groupe de construire cette documentation, de la confronter, d'échanger dessus, de construire des argumentations et de commencer à sentir que soi-même, on a plus envie d'aller vers tel ou tel, propos et de pouvoir le démontrer. Ça me semblait, quelque chose de tout à fait, judicieux. Voilà, donc on reviendra sur cette infographie. J'espère qu'elle vous éclaire, un petit peu. Je vais donner la parole à Brahim Nougoum qui, demande: «Marjorie, comment tu travailles ce que le parcours à magistère appelle la posture, les regards, les silences?» J'ai pas toutes les réponses, hein, mais moi je sais que quand on avait commencé à préparer avec une équipe, hein, n'est-ce pas, les élèves aux oraux de brevet. Et en fait, limite, c'est ce qui venait en dernier. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils avaient construit leur question de recherche, leur problématique, qu'ils avaient argumenté, qu'ils avaient cherché des sources pour leur discours, etc. En fait, après, il y avait des moments d'entraînement et en fait, quelque part, c'est quelque chose qui est assez individuel. Et moi, je leur disais énormément de s'enregistrer ou de s'entraîner devant leur miroir, devant leurs parents. Il y a des parents qui m'ont détesté d'ailleurs parce ils ont écouté leur euro de brevet 3-4 fois avant que ce soit bien. Mais en fait, d'avoir à la fois de commencer par soi, parce que c'est pas évident de parler, donc devant un miroir, de s'enregistrer. Ensuite, d'avoir un auditoire restreint, et c'est pour ça que peut-être le faire avec des camarades, le faire en groupe de 2-3, sans le regard du professeur, mais en laissant peut-être le choix des groupes, avoir ses copains un petit peu. Ensuite, passer à des groupes mélangés et puis ensuite passer à des situations un peu plus, classe, etc. Mais il me semble qu'en fait, il y a un gros travail en amont. Et c'est pas parce que les élèves qui auront bien préparé, qui auront appris, qui se seront entraînés, qui auront lu leur présentation 1 ou 2 fois, qui seront capables d'avoir, ils vont naturellement avoir la voix, le discours. Bon, après, il y en a toujours qui sont plus émotifs, et je pense que en fait, c'est ça qui est un petit peu gênant, c'est que souvent on va commencer par ça, alors que c'est la chose qui devrait venir à la fin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si quelqu'un d'autre a d'autres. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant aussi dans ce que tu viens de dire et qui rejoint la thématique de l'évaluation en général, c'est comment, avec cette évaluation certificative énorme qui arrive et qui est en plus à l'oral, donc dans un contexte qui fait jouer encore plus fortement les émotions, comment on apprend aux élèves à gérer leur stress? Et peut-être que ça va nous obliger à prendre le problème à bras le corps parce qu'on a déjà eu plein d'interventions là-dessus. On connaît maintenant le rôle des émotions dans les apprentissages, etc. Et comment maintenant on peut apprendre aux élèves à gérer cela. Et c'est-à-dire non pas arriver à l'évaluation en se disant, en prenant l'évaluation comme quelque chose de stressant, mais en apprenant en amont à gérer ce stress et à construire avec ce stress pour ce moment évaluatif. C'est-à-dire que ça inverse un petit peu les choses et je trouve que c'est intéressant parce que forcément, on est dans la construction de soi et dans la connaissance de soi aussi. C'est-à-dire qu'on se voit réagir d'une façon ou d'une autre et on va, par exemple, chercher des appuis dans son discours. L'élève va apprendre à se connaître également là-dedans. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je trouve que ça rejoint aussi cette chose-là d'apprendre à se donner les outils qui font qu'on va réussir.
ça aussi. Le film à voix haute peut être un support de soutien. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, vous l'avez cité effectivement, Noémie aussi. Le seul bémol que j'ai, c'est qu'il ne faut pas que ce soit présenté comme modélisant. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'élève à la fin, on ne lui demande pas ça, on lui demande d'être lui. On lui demande d'avoir construit sa propre réflexion. Et s'il bafouille, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il vaut mieux quelqu'un qui parle moins bien, mais qui a construit en toute honnêteté son parcours réflexif, que quelqu'un qui va chercher des belles phrases. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le petit bémol de ça. Après, le film emporte, c'est-à-dire qu'il donne envie de s'y mettre, d'apprendre effectivement à manier la parole, parce il faut tirer ça du côté du plaisir, c'est-à-dire si les élèves arrivent à prendre plaisir en prenant la parole, là, vous aurez gagné. Mais que ce ne soit pas quelque chose qui inhibe certains en se disant bah, « moi, je ne vais jamais y arriver ». Voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole avant qu'on se quitte? C'est toujours trop rapide avec Marjorie. C'est parce que je parle beaucoup, désolée. Non, 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 pas du tout. Merci beaucoup pour ce propos très structuré. Je pense Quelque chose qui était sympa aussi pour la mise en condition, en fait, ça peut être aussi à un moment de faire quelque chose d'un peu plus léger, mais du style, comment vous présentez-vous à l'oral au niveau de la tenue, au niveau de... Et avoir une discussion, un petit moment, comment je m'habille pour être moi, mais en même temps pour être dans une position où c'est moi qui suis l'orateur, etc. Et en fait, avoir un moment d'échange là-dessus, c'est aussi quelque chose qui est sympa parce que les élèves timides, les élèves stressés, on va s'intéresser à eux. Limite, ils vont venir vous montrer des photos des tenues qu'ils vont mettre pour l'oral, mais en tout cas, ils vont être dans une situation où ils vont essayer, quoi. Et il me semble que ça, c'est important, leur faire comprendre qu'ils doivent rester eux-mêmes, mais qu'en même temps, il y a des codes et qu'on peut jouer avec tout en en y prenant plaisir, en étant scolaire, en travaillant bien, etc. Donc, essayer de trouver toujours la balance, quoi. Ouais. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que... Oui, on n'a pas envie de se quitter, hein, mais il va falloir. Très bien, voilà. Écoutez, merci beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ou moi, j'aime bien recevoir des petits mails si ça vous a donné des idées et puis que vous avez envie d'utiliser des dispositifs ou de vous les approprier. J'aime toujours recevoir un petit mail qui dit « Ah, moi, j'ai fait ça, donc n'hésitez pas. » Voilà. Moi, j'oserais dire, déposez-le dans la plateforme de Oui. la communauté aussi, un peu omnubilé par cette plateforme. Peut-être, je vous propose de nous retrouver le lundi 23 novembre pour une séance de brainstorming commun, un peu comme on avait fait la fois d'avant, parce que je saurai à ce moment-là par cœur les parcours magistères, j'aurai échangé avec davantage de personnes, je pourrai répondre à davantage de questions. Ce qui serait chouette aussi, c'est que vous ayez des réponses. Je sais que certaines personnes parmi vous dialoguent avec des gens bien informés qui pourront aussi apporter des éléments de réponse. Et le mercredi 9 décembre, on accueillera donc une IPR de maths. Donc là, je fais confiance aux collègues concernés pour se déchaîner dans leurs questions. Comment on fait hein, voilà, comment on fait des maths à l'oral? On verra. Puis nous, non, mais je plaisante, hein, pardon. Voilà. À très bientôt. Et puis, Marjorie, c'est quel bonheur de t'entendre. Et merci beaucoup d'être venue intervenir parmi nous ce soir. On a envie de s'entraîner à l'oral avec toi. On va créer un petit club Zénon. Moi, ça me dit bien, le club Zénon. Merci beaucoup. J'espère que ça a au moins mis des petites graines et puis que vous allez vous endormir tout là-dessus. Merci encore. Et puis, oui, Monsieur Moulis, hein, c'est du grain à moudre. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne journée. Merci en tout cas. Merci vraiment d'avoir été là. Au revoir. Et j'arrête l'enregistrement.